Veux-tu qu'on commence 5 minutes d'avance? Oh, il a allumé mon micro pour commencer d'avance. C'est bon, merci. On peut-tu avoir les slides ou enfin le... Bon, OK. Alors, je vais commencer par dire, je vais profiter du fait que je commence d'avance pour dire que j'ai pris un énorme risque en décidant de faire ça à la tablette graphique avec le Wi-Fi qui est comme ça. Donc, si on parle de Wi-Fi, j'ai plus de tablette graphique. Bon, j'ai un plan B, j'ai la version finale des dessins que je peux toujours passer. Ou sinon, ben, je vais juste narrer ça, je pense. Pendant que les gens continuent à rentrer, je vais faire un petit sondage à main levée. Qui est un développeur dans la salle? Oh! OK. Chargé de projet. Ah! OK. Gestionnaire. Autre. Oh, c'est pas pire. Pour une fois, le compte a l'air d'à peu près marcher. D'habitude, ça ne fit jamais, ces affaires-là, mais là, c'est pas pire. OK. Autre question. Là, je vais peut-être juste... Il est quelle heure? Y a-t-il quelqu'un qui peut me donner? Merci. -2. Super. Salut, Dave. Fait que je vais juste attendre 1 minute quand même que les gens entrent. Je vais avertir le fait qu'il y a beaucoup de devs dans la salle, mais vous n'êtes pas la clientèle cible de cette présentation. Fait que ça va être plutôt drôle. Il n'y a rien de technique dans cette présentation-là. Bon, alors je vais commencer mon deuxième sondage. Qui a un projet à livrer ou un produit, peu importe, à livrer d'ici Noël? Ah, c'est bon. OK. Alors, combien d'entre vous sont convaincus de pouvoir le livrer demain matin si on vous le demande? Oh! Il n'y a pas beaucoup de mains levées, hein? Puis la prochaine question, c'est, êtes-vous stressé à propos de votre MEP? Mais je ne vous la demanderai pas. OK. La présentation d'aujourd'hui, c'est essentiellement répondre à la question suivante. Pourquoi les projets en informatique nous semblent aléatoires, hors de contrôle, imprédictibles et super risqués? Bon, on va un petit peu framer ça parce que ça sera un petit peu trop long en 45 minutes. Donc, on va regarder ça sur 2 angles. Qu'est-ce qui est différent à propos du développement logiciel? Et on va particulièrement s'intéresser à qu'est-ce qui n'est pas comme le génie civil. C'est bon? Bon. C'est moi qui n'ai pas fermé mon téléphone. Excusez. Bon, OK, super. Alors, on va commencer à regarder... Ah oui, puis c'est une présentation, j'ai oublié de vous dire, c'est une présentation qui reste dans le pourquoi. Il n'y a pas de pratique concrète. C'est pourquoi les projets de développement logiciel n'ont pas l'air de se comporter comme les autres. C'est ça la question qu'on se pose. Maintenant, vous savez dans quoi vous êtes embarqués. OK, alors... Pour répondre à la question, la première étape, ça va être quelles sont les propriétés du logiciel lui-même qui seraient différents. On va s'occuper après du processus de développement. Ça ne sera pas long. Mais on va commencer par qu'est-ce qu'il y a de différent à propos du logiciel lui-même. Donc, on a notre logiciel. Ah oui, inquiétez-vous pas, ceux qui voudront pourront obtenir la version propre de mes diagrammes. OK? C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier à propos du logiciel? La première chose qui nous vient immédiatement en tête, c'est clairement virtuel, puis c'est abstrait. Hein? Qu'est-ce que ça nous donne comme avantage? Bien, si on regarde ça d'un point de vue affaires, économique, vente, c'est vraiment cool, parce que puisque c'est abstrait, on peut tout faire. C'est cool. Hein? Bon, presque. On peut presque tout faire. Bon, il y a un coût, des fois, mais on peut tout faire ou presque. C'est juste du code. C'est super. Bon, mais il y a des défauts, par contre, au fait que c'est du code et que c'est super facile de faire ce qu'on veut. C'est qu'il y a aussi une infinité de façons de faire, aussi. Il n'y a pas beaucoup de contraintes dans un logiciel. Oui, il y en a. Mais tu sais, on ne produit pas des biens physiques, là, on ne fait pas des tables, là, il n'y a pas tant de contraintes physiques. Il y en a, mais pas tant que ça. Donc, qui dit qu'il y a une infinité de façons de faire, ça veut dire qu'il y a une infinité de designs possibles. Il n'y en a pas un bon. Il y en a qui répondent à un certain nombre de contraintes et de compromis. Mais il n'y en a pas vraiment un meilleur que l'autre. Oui, puis ça nous amène à l'autre problème, c'est qu'il y a aussi une infinité de manières de le briser. Bon. OK.
Deuxième caractéristique à propos du logiciel. Le logiciel, il est malléable. C'est de la pâte à modeler. C'est cool, c'est super facile. On peut faire ce qu'on veut avec la pâte à modeler. Après ça, je vais avoir les doigts tous collés. Mais, bon, alors la pâte à modeler, la plasticine, s'il y a des Français dans la salle, là, quand je dis plasticine, c'est de la pâte à modeler. Donc, pâte à modeler, c'est super malléable. Le code, c'est super facile à changer. On a juste à éditer une ligne, la déplacer, la supprimer. C'est super facile. On ne construit pas des voitures là, ou un pont. Ah, génie civil, le pont. Tu sais, une fois que tu as coulé le béton, là, on s'entend que c'est un peu difficile de changer d'idée. Hein? C'est un peu dur. Donc, c'est malléable. C'est vraiment cool. Mais là, attendez une minute, là. Si c'est malléable et que c'est facile à changer, comment ça se fait qu'on n'arrête pas de se plaindre de legacy code, qu'on fait des refontes, qu'on... Comment ça se fait? C'est bizarre. Pourtant, c'est facile à changer. OK, peut-être que le problème, c'est que notre manière de développer fait en sorte que j'essaye d'apprendre à ma fille qu'il faut mettre les couvercles sur les pots de plasticine. Sinon, elle sèche. Alors, peut-être que le problème, c'est qu'on a une manière de développer qui fait en sorte qu'on la laisse sécher, puis que finalement, ça devient du béton. Puis je vais essayer de vous convaincre aujourd'hui que je vais aller plus loin que ça. Je pense que non seulement on développe d'une manière à ce que ça finisse par réussir à figer, mais en plus de ça, on est tellement convaincu que c'est du béton puis qu'on oublie que c'est malléable que toute notre façon de travailler et de gérer les projets assume que c'est du béton. Puis on va voir pourquoi ça ne peut pas marcher. OK. Alors, oui, il y a une troisième caractéristique que j'ai oubliée. Ça ne rouille pas. Le pont, il s'use à l'utilisation. Le code, il ne s'use pas à l'utilisation. Par contre, le code est vulnérable à des changements externes à lui. Qu'est-ce qui s'use et qui rouille? Bien, la technologie autour, bien, les besoins autour aussi. Donc, ce qu'on veut faire avec, peut-être que le logiciel utilise un autre processus administratif pour un autre client. C'est l'environnement extérieur qui change. Le code lui-même, si tu n'y touches pas, il ne se scrape pas tout seul. Là. Fait que ça, c'est le troisième facteur. OK. Là, vous vous dites peut-être, il s'en va où avec ça, lui? Bien, on n'est pas encore rendu à savoir où est-ce que je m'en vais, parce que là, on va s'en aller sur le processus de développement. Là, on était sur le logiciel. Comment est-ce qu'on développe? Puis là, on a besoin d'un peu de théorie pour se comprendre pour la suite. Il existe un modèle qu'on appelle le modèle de Cynefin. Ça s'écrit Cynefin, mais ça se prononce Cynefin. OK? C'est un nom danois, si je me souviens bien. Là, vous chercherez. Là. Bon, donc le modèle de Cynefin, c'est un modèle de prise de décision de management, en fait. Ça permet de catégoriser les différentes situations et les types de problèmes qu'on veut résoudre dans 4 grands domaines, plus avec le 5e, le confus, on y reviendra, mais ça permet de catégoriser dans 4 grandes catégories les problèmes ou les situations qu'on rencontre. Puis l'idée du modèle de Cynefin, c'est de dire qu'il faut adapter notre modèle de prise de décision, prendre modèle de prise de décision au sens large, là, que vous soyez développeur ou manager. Là, okay? Dans le code, quand vous prenez une décision, c'est la même chose. En fonction du domaine dans lequel on est. Les 4 domaines sont clairs. Ceux qui ont entendu parler de l'ancienne version du modèle, c'était simple, mais peu importe. Donc, clair, compliqué, complexe et chaotique. Nous, pour cette présentation-ci, là, je m'excuse s'il y a des gens qui adorent le modèle Cynefin, j'aimerais en parler pendant 2 heures, mais nous, on va juste s'en servir pour montrer la différence entre le compliqué et le complexe. Alors, je vais un peu ignorer ce qu'il y a en bas. OK? S'il y en a qui ont des questions, on pourrait y répondre après. Alors, c'est quoi la différence entre ces grandes catégories-là? Alors, quand on est dans le compliqué, je vais vous donner un exemple qu'on traîne depuis tantôt. Le génie civil, en général, là, je vais faire un petit peu de... Tu sais, en génie civil, tout n'est pas compliqué. Là. Il y a un peu de complexe, puis il y a du clair aussi. Là. Mais mettons que je généralise. OK? Généralement, du génie civil, c'est compliqué. Pourquoi? Ça peut être très compliqué, soit dit en passant. Mais très compliqué, dans ce modèle-là, ça n'égale pas complexe. C'est juste très compliqué. OK?
Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme caractéristique? Quand on est dans le modèle compliqué, première chose, il existe une bonne solution. Je vais mettre un peu entre guillemets, je vous explique après. Puis la bonne solution, elle émerge du fait qu'il existe des bonnes pratiques. Pour les curieux, curieuses, dans le clair, nous aurions le domaine des meilleures pratiques, alors que les bonnes pratiques sont dans le compliqué. Ben oui, un ingénieur est un expert qui va, à partir d'un groupe de contraintes, il faut faire un pont, voici c'est quoi les caractéristiques recherchées. On va être capable de calculer et de dire, je suis à 99% sûr qu'il ne tombera pas et qu'il va répondre aux caractéristiques qu'on a établies. Donc, il existe une bonne solution qui résout le problème. Il y a beaucoup de devs dans la salle, là, vous avez probablement fait des cours de maths. Là. En gros, on est capable de calculer puis de résoudre la matrice. C'est ça que ça veut dire. On est capable de simplifier la chose puis de trouver une solution qui match. C'est le royaume des experts, en fait. Dans ce modèle-là, ici, quand ça devient très compliqué, vous prenez les meilleurs experts ou sous-experts du petit problème dans lequel tu es. Il va utiliser ses bonnes pratiques et sa connaissance pour trouver la solution optimale. OK? On est dans un domaine dans lequel on dit que les inconnus sont connus. Je sais ce que je ne sais pas encore, en fait. Et je sais que je devrais notamment le calculer ou obtenir cette information-là pour être capable de livrer un plan fonctionnel que je pourrais exécuter par la suite. Ça, c'est le domaine du compliqué. Ah oui, puis il manque une chose importante. Comment est-ce qu'on va prendre nos décisions? Comment on va agir? Comment on va opérationnaliser? Quand on est dans ce cadran-là, on va d'abord évaluer. Ensuite, on va analyser. Ensuite, on va répondre. Puis là, je vais vous encadrer le mot « analyser » dans ce cadran-là. Ici, on va avoir beaucoup de calculs et ça va être prédictible. Je répète, quand on est à droite, c'est prédictible. Complexe, maintenant. Bon, les problèmes complexes dans lesquels se trouvent les systèmes complexes, mais on ne rentrera pas trop dans ces détails-là. Tu sais, ça, c'est les cas où il y a trop de variables. Fait que tu ne peux pas résoudre le problème vraiment. Tu peux trouver une solution satisfaisante dans les contraintes qui a un meilleur compromis, en fait. Puis pourquoi? Parce qu'il y a trop de variables. C'est le monde de l'explosion combinatoire. En plus de l'explosion combinatoire des variables, beaucoup des critères que j'ai, généralement, ne sont pas calculables, sont souvent subjectifs ou sont un genre de slider. Ce qui fait en sorte que ça va être, bien, il faudrait ça, mais pas trop ça. Tu sais, comme, hein? Puis en plus de ça, les variables et les contraintes vont probablement être à l'opposé l'un de l'autre. J'ai besoin de A, mais aussi de B. Ah, il faudrait que mon système il soit pas trop couplé, mais full cohésif. Ah, OK. Fait que là, finalement, il faut que je trouve un compromis dans le milieu, là. C'est des problèmes qui n'ont pas de solution démontrable, généralement. OK. C'est des environnements qui sont changeants aussi. Souvent, l'environnement autour du problème va beaucoup affecter les solutions que j'essaye de trouver. Hein? Ça vous dit-tu quelque chose? C'est bizarre, hein? Bon, comment est-ce qu'on agit quand on est là-dedans? Bon, première chose à dire, c'est que tantôt, on était dans le monde des inconnus connus. Ici, on est dans le monde des inconnus inconnus. Je ne sais pas ce que je ne sais pas encore. C'est cool, hein? Fait que là, est-ce que vous comprenez pourquoi je pense que vous venez de comprendre qu'à gauche, c'est pas prédictible? Bon, pour les gens, là, c'est pas une adéquation directe, mais en gros, souvent, à droite, c'est déterministe, à gauche, c'est pas déterministe. Oups, OK. Là, c'est pas le domaine des experts dans le complexe. Les experts sont importants, mais les experts ne seront pas capables d'optimiser puis de trouver la bonne solution. Ils vont arriver avec une trousse d'outils, une trousse de pratiques et beaucoup de principes, puis ils vont essayer de trouver le « OK, comment on pourrait faire? » C'est généralement des problèmes multidisciplinaires aussi, par définition, parce qu'il y a beaucoup de variables. Puis, il n'y a jamais rien de vraiment certain. Donc, c'est le domaine dans lequel on va être à la recherche d'une balance, d'un compromis, d'un équilibre. Hey, il y a beaucoup de devs, je n'avais pas prévu de dire ça, mais le livre, c'est Software Architecture Fundamentals, je crois, si je me souviens bien. Oui, quelqu'un qui me lève le pouce, fait que ça doit être ça. Au tout début du livre, ils disent que la loi numéro 1 de l'architecture logicielle, c'est « tout est toujours un compromis ».
Puis si vous ne pensez pas qu'une architecture est un compromis, t'es faite. Parce que quand il va évoluer, tu vas te rendre compte qu'il n'est plus bon ton design. Oh, soit dit en passant, quand on est dans le domaine du complexe, le simple mot « bon » ou « mauvais » n'existe pas. C'est « ta solution, es-tu adaptée actuellement? » Puis quand dans 2 mois, tu dis « oh non, on n'aurait tellement pas dû utiliser ça puis faire ça de même », c'est pas que c'est pas bon, c'est pas que tu as fait un mauvais choix, c'est que la solution n'est plus adaptée actuellement. Il y a une nuance importante. À droite, c'est une erreur d'analyse, en fait. J'ai mal analysé, donc je me suis trompé dans mon choix. À gauche, tu n'es jamais sûr. C'est un système en équilibre permanent. OK, j'accélère un peu. Qu'est-ce qu'on va avoir comme mode de réponse quand on est à gauche? On va être explorer, évaluer, répondre. On est dans une conférence à l'Agile Tour. Ça vous montre quelque chose, le premier? Explorer, expérimenter. Fait que c'est un monde dans lequel on est en train de solutionner des problèmes complexes. On tente d'abord d'interagir avec le système. J'essaye quelque chose, je constate, je corrige. C'est un monde de micro-ajustements permanents pour maintenir l'équilibre, en fait. OK. Là, je ne vous ai pas donné d'exemple. On va terminer là-dessus. Qu'est-ce qu'il y aurait à gauche? Je vais prendre un exemple que j'aime vraiment beaucoup. L'éducation des enfants. Ouais, ça, en fait, je suis papa d'une fille de 3 ans et plus qu'et demi, c'est important. Je pense que toute personne qui pense que l'éducation des enfants est dans le compliqué le pense jusqu'à l'accouchement. Après ça, tu comprends que tu peux te faire le meilleur plan que tu veux, là. Il y a des principes éducatifs, là. C'est pas le chaos, quoique le chaotique, c'est vraiment défini ici, mais c'est juste que c'est pas sûr que ça va se passer comme tu penses, puis il pourrait bien avoir des surprises, ça pourrait demander un petit peu d'adaptation, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une planification. Bonne chance si vous êtes parent, vous n'avez aucune planification. Je trouve que l'exemple est bon, là. C'est, ouais, on planifie, on ajuste. C'est un problème. Il y a trop de variables. Comment pouvez-vous prédire que l'action d'aujourd'hui avec un enfant va donner quoi comme résultat à son adolescence? Vraiment bonne chance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un raisonnement dans l'action qu'on fait présentement, par contre. OK. Sinon, si vous voulez savoir d'autres affaires moins cocasses, peut-être, les marchés financiers, c'est un système qui est complexe, en fait, d'où le fait que les prévisions sont souvent très off. Okay? Parce que tu peux avoir le meilleur expert qui peut faire des prévisions qui donnent une idée générale, mais il y a trop de variables, puis il y a trop de changements de l'environnement économique autour. Donc, ce n'est pas vraiment calculable. Encore, en tout cas. OK. Dernière petite chose avant qu'on finisse le bloc théorique. Il faut faire très attention de ne pas dire qu'un problème très compliqué est un problème complexe. Envoyer une mission sur Mars, c'est un problème excessivement compliqué. Ce n'est pas complexe. Ça se calcule, c'est très risqué, c'est très incertain, ça prend un niveau de précision incroyable, mais ça se calcule. Donc, c'est à droite dans le tableau. OK. Fait que là, est-ce qu'on a d'autres caractéristiques à propos du développement logiciel? Parce que là, vous avez compris, ah ouais, avec le développement logiciel, je n'ai pas dit, mais c'est un système complexe, là, clairement. OK. On a-tu d'autres problèmes qui sont différents? Bien, la première chose, c'est, tu sais, là, si vous faites un pont, comment ça se passe avec un pont? Bien, vous allez travailler, vous allez implémenter. C'est 15, ça? Merci. OK. Donc, si vous faites un pont, vous voulez traverser le ravin, vous allez faire quelque chose qui est séquentiel. Donc, on va dire, je vais faire la pile du pont. Je ne suis pas ingénieur civil, hein, fait que si j'ai des niaiseries, bon, 1, 2. Ensuite, je vais faire ici le pilier, 3, 4, la travée, 5, 6, 7. Il faudrait que ça se rejoigne. 8. Bon. Alors, voilà. Ce que je veux vous montrer, c'est que c'est séquentiel. Puis c'est quoi qui se passe après 8? 9. On fait des tests du contrôle de la qualité. On reviendra là-dessus. Puis ensuite de ça, bien, on l'ouvre au public. Puis là, il y a quelqu'un qui est full content de passer dessus. OK? Puis là, c'est fini. Après ça, on a livré le pont au public. Après, on fait de la maintenance. Pourquoi? Parce qu'il s'use lui-même à l'utilisation. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme caractéristique? C'est un truc unique. Hein? On ne va jamais refaire le pont 2 fois, évidemment. OK. Deuxième exemple. Vous fabriquez des chaises. Là, vous êtes un atelier de chaises. Fait que là, vous avez un plan.
Puis votre beau plan, ben il sert à fabriquer des chaises. Fait que là, ben au début, vous allez couper le bois, comme ça. Après ça, vous allez assembler la chaise. Puis là, vous êtes content que ce n'est pas moi qui l'assemble, parce que clairement, vous pourriez tomber. Là, le dossier comme ça, 1, 3, 4. Puis là, après ça, ben il va y avoir quelqu'un qui va faire du contrôle de la qualité pour s'assurer que c'est bon. Puis on va l'envoyer à notre première cliente, Alice. C'est séquentiel, c'est une chaîne de montage. La probabilité de retour en arrière est quasi nulle, normalement. Hein? Puis le plan, ici, il a été testé. Une fois qu'il est validé, je n'ai qu'à suivre le plan. Je n'ai qu'à exécuter les travaux par la suite. OK, mais là, Bob, il veut une chaise. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va prendre le même plan, puis on va faire la même procédure, puis Bob, il va obtenir une autre chaise. Puis la chaise, bien, c'est pas la même. C'est une autre. Puis là, si jamais votre colle n'était pas bonne parce qu'il y avait trop d'eau dedans, là, bien, vous allez être obligé d'honorer votre garantie, mais vous allez régler le problème vraiment facilement. Tout ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est venir à l'étape où il y a la colle, ici, arranger le problème de la colle, et le problème ne surviendra plus jamais sur les chaises par la suite. C'est un problème, c'est un système dans lequel on est linéaire, normalement en flux tiré, puis normalement, on n'a pas de retour en arrière. Le taux de rejet est quasi nul. Le taux de rejet, là, c'est le moment où la personne qui fait le contrôle de la qualité dit « Hein, ça ne marche pas ». Donc, on vise un taux de rejet de 0 normalement. Bon, nous autres, à cette heure. Développement logiciel. On va simplifier le processus, là. Mettons qu'on a un genre de plan, là, OK, un certain design initial, puis on a une fonctionnalité, une description de fonctionnalité que je veux développer. Fait que là, je vais faire du code. Là, je fais comme si c'était vraiment tout facile, cette affaire-là. Puis après avoir fait le code, ben, je vais l'envoyer en production. Super! Mais là, on veut faire une deuxième fonctionnalité. Ça fait que c'est comme la chaise. Mais non. Parce que contrairement à la chaise, je ne vais pas prendre le même plan. Fait que là, on recommence. On va modifier la conception de la patente. On va utiliser un autre... C'est écrit-tu ou... Oui, bien, c'est écrit, mais en blanc. OK. Donc, on ne modifie pas ça. On fait un autre. OK, parfait. Puis là, regardez bien. Je suis en train de modifier le code qui est existant ici. Puis après, ben, je vais venir porter en production. La grande différence, c'est qu'on travaille. Le pont qu'on avait fini, il était fini. Le code, il n'est jamais fini. On travaille toujours sur le même élément. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a plusieurs façons de le décrire, OK? Mais je vais utiliser deux termes. Je vais dire que c'est un processus qui est circulaire, ou sinon, ici, je vais dire que le code, en fait, il est réinjecté. Vous allez m'entendre utiliser ça pour le reste de la présentation. Le code est réinjecté sans arrêt. Puis, là, on pourrait détailler cette zone-là, puis j'aimerais bien vous passer comme message aussi que, soit 100%, le code, c'est de la conception, là, cette affaire-là. Là. Donc, en réalité, vous modifiez constamment votre conception. Le code, ce n'est pas un plan exécutable, c'est-à-dire la conception, le design que vous pourriez faire en amont du code n'est pas un plan exécutable comme en génie civil dans lequel vous êtes certain que vous êtes capable de donner un contracteur puis il va le faire tel quel. Je pense que tout le monde a vite réalisé ça, n'est-ce pas? OK. C'est le code qui est réinjecté sans arrêt. Puis là, pourquoi c'est important, cette patente-là, puis que ça peut répondre à notre question? Parce que toutes les erreurs que vous faites, les choix, les coins ronds que vous avez tournés, vous le réinjectez dans le processus, en fait. La chaise, quand la colle était brisée, vous réparez ces chaises-là, vous réparez la colle, il n'y aura plus de problème. Vous ne faites pas une nouvelle chaise, là. Fait que là, vous traînez les vieilles décisions en traînant les coins ronds qu'on a tournés. C'est à cause du fait que c'est réentrant, c'est réinjecté, en fait. La bonne nouvelle, c'est qu'en théorie, c'est malléable. Donc, en théorie, ça ne devrait pas être un problème. Si ce n'était pas le meilleur choix, il y a un problème, ben, on va le rendre meilleur, parce que c'est facile de le changer, à condition que ça soit malléable, encore. OK. C'est quoi les risques qui sont inhérents à ça? Parce que là, la réaction, là, on va arriver à nos réactions. C'est quoi nos réactions quand le projet commence à aller moins bien? D'habitude, la première réaction, c'est « OK, on va essayer de plus de contrôle, plus de check,
plus de phases linéaires, essayer de minimiser la communication entre les personnes, c'est généralement... J'exagère, j'en mets épais. Ou pas. Puis là, plus en post-mortem, mettons, là, la réaction naturelle après, là, la dernière chose qui va nous venir, c'est on n'a pas fait une assez bonne conception, on n'a pas suffisamment analysé. Ça, c'est une bonne réaction dans un problème compliqué, pas complexe. C'est là que je ramène le truc de Kenevan, là. Quand on est dans le problème compliqué, c'est calculable. Nous aurions pu l'analyser. Pas dans un problème complexe. Dans un problème complexe, c'est naturellement et intrinsèquement non prédictible. Bon, alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence, le fait d'avoir fait ça? Ça fait en sorte que, puis là, je vais illustrer... Normalement, il est supposé avoir... Ah, il me semblait que je l'avais déjà pré-tracé, puisque ça ne me tentait pas de tracer ça 2 fois. Imaginez que vous avez un design, puis là, je vais faire ça grossier encore une fois, là, puis je vais exagérer le trait un peu, là. Mais le design puis le plan initial qu'on a, le problème, c'est que la réaction naturelle qu'on a comme humain, en passant, l'humain a une réaction naturelle d'être dans le compliqué, pas dans le complexe, OK? Puis notre réaction naturelle, c'est quoi? C'est d'assumer qu'une fois qu'on a un plan ou un design ici, que si on l'exécute tel quel, la probabilité de passer le contrôle de la qualité est élevée, mais c'est faux. Puis le problème, c'est qu'on laisse courir pendant ce temps-là et s'accumuler un risque. Plusieurs, en fait. Fait que là, on va découper le travail. Puis là, c'est là aussi la réaction naturelle quand on découpe, peu importe, là, des stories, peu importe. On a tellement confiance dans notre découpage qu'on se dit, bon, on a découpé ça, on distribue ça, puis quand on va les assembler, ça va marcher. Un des plus gros risques en développement informatique, c'est l'intégration, en fait. Pourquoi? Parce que c'est un problème complexe, puis dans les problèmes complexes, le diable, il se cache où? Dans les combinaisons. Parce que les variables et les environnements puis les choix s'influencent mutuellement, puis on ne peut pas calculer quel va être l'impact, l'effet de domino. Puis là, on assume ça. Fait que là, on continue à accumuler, puis là, on mesure, puis là, on se dit, ah, bon, on est correct, on a 50 de fait. OK, tu as 50 des morceaux qui assument qu'ils vont s'assembler correctement. Ça, c'est pas garanti du tout, du tout. Puis là, après, on essaye de fusionner tout ça. Fait que là, je n'avais pas prévu de dire ça, mais il y a beaucoup de devs dans la salle. Quand vous gardez vos branches longtemps séparées des autres, c'est exactement ce que vous faites. Vous laissez le risque de problèmes d'intégration monter dans le plafond, en fait. C'est une courbe exponentielle, le risque que vous êtes en train de prendre. Mais on ne s'en rend pas compte. Il court en arrière. Pourquoi c'est exponentiel? Explosion combinatoire. Parce que le nombre de combinaisons est en train de s'accumuler exponentiellement. Puis là, tu te dis, on va fusionner, puis là, ça donne le merging L. Mais là, le même raisonnement est vrai au point de vue du projet, c'est juste pire. Parce que, normalement, j'espère que vous ne fusionnez pas vos branches après 3 mois, là, j'espère, en tout cas. Là. Mais si vous le prenez d'un point de vue encore plus grand, plus vous étendez le temps, pire c'est, parce que les combinaisons continuent à s'accumuler. Puis quand ça va rater, votre capacité à changer de direction, les mains sont complètement liées parce qu'il y en a trop, en fait. Donc, en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'en assumant qu'on peut partir ici, regardez, juste mesurer si on suit le découpage, on assume que le contrôle de la qualité va passer. D'ailleurs, en développement logiciel, le taux de rejet en contrôle de la qualité, remarquez en passant que j'utilise le mot contrôle de la qualité, pas assurance qualité. L'assurance qualité, c'est le processus qui fait en sorte qu'on ne permettra pas ou qu'on va minimiser les défauts au contrôle. Donc, le fait de tester à la fin, une fois qu'on a assemblé, c'est du contrôle de la qualité. Le taux de rejet, il est virtuellement de 100 %. Parce que combien de fois est-ce que quelqu'un teste le stuff après 3 mois puis dit « Pas de trouble, on s'en va en prod ». Bien, ça, dans une chaise, c'est à chaque fois que vous produisez une chaise, la personne regarde la chaise et retourne ça dans la chaîne de montage, en fait. Puis pourquoi? Parce qu'on laisse courir le risque. Puis là, la réaction, je reviens là-dessus, là, la réaction naturelle dans le monde du compliqué, dans Kenevan, c'est « Oui, mais si on était plus rigoureux et qu'on coupait mieux, on n'aurait pas ce problème-là. » Non. Parce que le problème, c'est qu'on est dans un problème complexe, il y a trop de variables cumulées. C'est quoi la seule façon de résoudre ce problème-là? Plus souvent, plus tôt, plus d'hypothèses validées à la fois, en fait. Puis ça, là, j'ai parlé seulement de la version, puis là, j'ai un peu bifurqué parce que je sais qu'il y a beaucoup de devs dans la salle.
Mais tu sais, on n'a personne qui a encore validé à ce moment-là. C'est-tu vrai que notre analyse des besoins va vraiment rendre content cet utilisateur-là? Cette hypothèse-là, elle court encore. On ne l'a pas encore validé. Qu'on va faire de l'argent avec ce produit-là, l'hypothèse, elle court encore. Qu'on va passer le contrôle de la qualité, que l'intégration avec les dépendances externes va marcher, que l'intégration avec les autres équipes va fonctionner, que l'intégration avec le front-end, puis le back-end, puis la BD, puis tout va fonctionner. Toutes ces hypothèses-là sont encore en train de courir. Puis ça monte exponentiellement le risque pendant ce temps-là. OK, donc la solution à ça, c'est essentiellement plus tôt. Puis là, je vais faire une dernière petite parenthèse avant de rentrer sur d'autres choses. Je donnais récemment une formation à des gens d'affaires pour leur expliquer le Continuous Integration puis le Continuous Delivery. OK? Puis une réaction vraiment très bonne, j'ai trouvé une question d'un participant, c'était, moi, d'un point de vue affaires, dans mon contexte XYZ que je ne décrirai pas, j'ai pas vraiment de raison, puis il n'y a aucune raison de vouloir déployer ça avant 3 mois. Ça n'a juste pas de sens. Mais ma réponse, c'est non. On ne fait pas le continuous delivery, on ne déploie pas le plus souvent possible en production dans le but uniquement qu'on utilisateur peut l'essayer. Ça serait cool parce que ça résoudrait le problème de j'ai-tu testé l'hypothèse à satisfaction. Mais nonobstant ça, là, le XCD, c'est une pratique qu'on utilise pour réduire le risque. Ce n'est pas une pratique pour vraiment livrer plus souvent. Là. Ben oui, mais c'est avant tout une technique de gestion de risque. Donc, ma réponse était, toi, comme personne d'affaires, c'est toi qui devrais contraindre le système puis exiger qu'il déploie chaque semaine en production si tu veux minimiser ton risque, en fait. C'est un autre angle. On ne le voit pas comme ça, on le voit d'un point de vue technique. Ce n'est pas technique. C'est une question de gestion du risque, en fait. Pourquoi? Parce que quand je déploie souvent, j'intègre plus souvent, je ramène mes risques le plus souvent possible. Puis pour ça, ça veut dire, par contre, que je n'ai pas déployé seulement le front-end. Là. Ça veut dire que j'ai déployé tout. J'ai coupé le gâteau dans l'autre sens pour maximiser la quantité de variables que je regarde. OK, ça ne fait pas. Je corrige. Je veux permettre les micro-ajustements. OK. Alors, maintenant qu'on a dit ça, on est dans une conférence sur l'agilité, n'est-ce pas? Vous avez probablement assisté à plein de conférences, lu plein de livres qui parlent de plein de pratiques d'agilité. Sprint, je vais prendre l'exemple de ça tantôt, Whole Team, on va en parler de plusieurs. Est-ce que vous réalisez que l'agilité, là, de manière générale, là, ces pratiques-là, ils sont tous faits pour être dans le modèle complexe, pas compliqué? Les cadres, là, l'agilité est faite pour ça. C'est un modèle dans lequel on veut valider, corriger, ajuster, s'adapter. C'est un modèle adaptatif, l'agilité, en fait. Alors, comment ça se fait que quand on prend, par exemple, Scrum, comment ça se fait que quand on le met en place, ça ne donne pas ces résultats-là, puis on a quand même les mêmes problèmes? Je vais postuler comme hypothèse que c'est parce qu'on garde nos lunettes d'un monde compliqué, puis on tente d'appliquer un système et des pratiques qui sont faites pour le monde complexe dans le compliqué. À l'inverse. Les lunettes de compliqué dans le complexe. Okay? On n'a pas le bon cadre décisionnel. Puis je vais vous donner un exemple. On met des sprints en place. Le but du sprint, là, c'est pourquoi? C'est pour contraindre le système. En passant, s'il y en a qui s'intéressent dans le modèle de Cynefin, il existe les Cynefin Dynamics, qui est comment tu contrains le système pour faire passer entre les différentes zones. OK, je reviens. Le sprint, ça sert à quoi? Ça sert à avoir un checkpoint adaptatif. C'est à ça que ça sert. C'est pendant 2 semaines, on va travailler. On va se relever la tête, puis on va se dire, ça marche-tu? Faut-tu s'ajuster? Mais si notre façon d'implémenter l'agilité, c'est je mets des sprints, je découpe mes fonctionnalités pour les 6 prochains mois, puis je mets 12 sprints en ligne, il n'y a plus de mécanisme adaptatif. Il est parti. C'est juste un découpage. On a utilisé une pratique puis une façon de faire d'agilité avec des lunettes de compliqué. En se disant, oui, j'ai découpé en sprint, mais il n'y a plus de mécanisme adaptatif dedans. Puis ça, là, je pense, c'est mon hypothèse, c'est ce qui fait qu'après ça, quand on essaye Scrum, ça ne marche pas. On essaye DAD, on essaye Safe, on essaye Nexus, on essaye toutes, puis on obtient les mêmes résultats. C'est toujours autant aléatoire. Pourquoi?
Parce qu'on n'a pas le bon cadre décisionnel, parce qu'on utilise le cadre décisionnel compliqué pour des pratiques complexes, mais on enlève les aspects adaptatifs à l'intérieur. Donc, ça ne fonctionne pas, finalement. Puis c'est quoi qui finit par nous manger dans ces cas-là? Le risque. Parce que le risque, il croît. C'est des techniques de gestion de risque, en fait. Je pense qu'un des problèmes pour lequel, parce que là, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on en arrive là. Je pense qu'un des problèmes, c'est mon hypothèse. Je pense qu'on est tous très formatés, en fait, avec le vocabulaire du génie civil. Regardez comment on appelle les différentes choses en conception, ne serait-ce que conception. Toutes les techniques de gestion de projet, de découpage proviennent, en fait, des autres génies traditionnels qui sont dans le compliqué. Fait que je pense que ça teinte nos lunettes, en fait, notre manière d'interpréter ce qu'on fait. Donc, je pense qu'on est formaté à ça. Puis, il y a une autre chose aussi que je ne vous ai pas dit dans le modèle de Cynefin. Dans le complexe, dans le compliqué, les liens de cause à effet sont prédictibles. Donc, si je change ça, il va falloir changer ça. Mais une autre caractéristique du système complexe, c'est que les liens de causalité sont visibles a posteriori. Ça donne l'effet suivant. J'ai choisi A. 2 mois après, je regarde et je me dis « Oh non, j'aurais dû choisir B! » Mais c'est parce que le problème, là, c'est qu'à posteriori, le lien causal il est évident. Donc, on se dit « Bon, on aurait dû faire ça. » Mais la réalité, c'est que si tu avais choisi B à ce moment-là, tu aurais eu d'autres variables interconnectées. Donc, tu aurais choisi B et tu aurais eu le problème C. Donc, il n'y a pas de possibilité, en fait, d'être sûr, il n'y a pas de bonne solution, mais on se convainc de ça. Puis là, il y a beaucoup de développeurs, fait que je vais changer mon exemple que j'avais prévu. Tu sais, comme dev, là, ça fait le « Ah, ça va aller super bien sur mes springs! » 2 mois après, « Oh non, on aurait dû utiliser Juice! » Mais le problème, là, en fait, là, c'est que c'est pas que c'est une bonne ou une mauvaise solution, c'est un compromis qu'on a choisi. La solution est juste devenue inadaptée. Puis ça se peut qu'elle le soit inadaptée. Mais si elle est inadaptée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut préserver notre capacité à continuer de pouvoir le changer. Notre priorité comme développeur et comme chargé de projet en informatique, ça devrait être, numéro 1, ça devrait être préserver à tout prix la capacité de modification. Parce que la journée où on arrête de pouvoir modifier un système, on vient de tuer le système. Il ne peut plus se modifier, mais on a un système complexe. Lui, il va continuer à changer. L'environnement va continuer à changer, par contre. Puis je pense que c'est ça qu'on néglige. Beaucoup de chargés de projet me demandent qu'est-ce qu'on doit faire d'abord, comment je fais pour mesurer, comment je fais pour contrôler un projet qui est dans le complexe. Préserver la capacité de le modifier à n'importe quel prix. À cause du fait qu'on est dans le complexe, mais vous rappelez-vous le deuxième problème qu'on avait? Parce que c'est réinjecté. Fait que si tu ne préserves pas, tu ne mets pas de l'eau dans la plasticine, ça devient du béton, bien, tu vas continuer à forger ton béton pour le prochain. Donc, on ne se rend pas compte à quel point les choix qu'on fait en rushant puis en préservant pas notre capacité de modifier impactent notre capacité à livrer le prochain, puis le prochain exponentiellement, en fait. Alors, oui, mais là, tu te dis, OK, pourtant, on a tout ça. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Je vais vous proposer une autre hypothèse. Travailler dans le domaine complexe, c'est foncièrement contre-intuitif pour un humain. L'humain aime et pense séquentiellement. Ce n'est pas naturel de penser à une infinité de variables. Puis je vais même vous amener que c'est pire que ça. On n'aime pas ça parce que c'est anxiogène. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu le livre de Sonia Lupien, Par amour du stress. Oh, il y en a quelques-uns et toutes les autres qui sont gênés de lever la main. Donc, il y a 4 raisons pour lesquelles un humain va être stressé. Le premier, puis l'acronyme, c'est CINE. Le C, c'est pour impression de contrôle. Quand l'humain n'a pas l'impression d'avoir le contrôle, c'est stressant. Le deuxième, c'est l'imprévisibilité. Ah ben. Le troisième, nouveauté. Puis le quatrième, menace à l'ego dans le sens de menace à l'image. Là. Okay? On travaille dans un système complexe qui, par nature, est imprévisible. C'est stressant. Puis, quand on se dit, OK,
c'est stressant, c'est imprévisible, je veux reprendre le contrôle. Souvenez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Non, tu ne pourras pas. C'est un problème complexe, tu ne peux pas reprendre le contrôle. Mais tu peux te donner l'impression de contrôle. En fait, c'est pas vrai. Tu peux reprendre le contrôle. Comment? Checkpoint. Plutôt, capacité d'adaptation. Tu reprends le contrôle à toutes les 2 semaines, à condition, par contre, qu'on ait testé toutes ou le maximum de variables. Sinon, les autres variables continuent à courir, en fait. Puis là, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, pourquoi l'adoption des cadres agiles, Scrum, etc., puis là, on passe, puis on essaye d'adopter l'agilité, puis ça ne marche pas. Pourquoi? Bien, parce que là, on touche dans les autres, en fait. C'est nouveau, c'est une nouvelle affaire, là, cette patente-là, l'agilité, puis le continuous delivery, puis tout ça. C'est nouveau. Bon, c'est anxiogène. Puis là, mes anciennes réactions, il faut que je mette mes lunettes de complexe, c'est totalement un autre monde décisionnel, là. Puis je ne suis pas habitué là-dedans. Menace à l'ego. Fait que finalement, c'est full stressant. Travailler dans le développement logiciel. D'où ma question en introduction, si vous vous souvenez, la question que je ne vous ai pas posée. Êtes-vous stressé pour votre net? Bon. Et là, vous dites, hey, c'est le fun, hein? Il est en train de faire une belle présentation, puis son but, c'est de nous stresser. Bon, pourquoi pas? OK. Blague à part. Sommes-nous les seuls à vivre ça, en fait? Oui, j'avais été plus méchant. J'avais mis en haut « sommes-nous cuits ». Non. Parce qu'on n'est pas tout seul. Bon, l'éducation des enfants, tu sais, la majorité des enfants, ils finissent bien, finalement. Donc, tu sais, ça doit être possible. Mais je vais utiliser un autre domaine qui m'intéresse beaucoup, la médecine. Les médecins, je pense que contrairement à nous, ils sont formés pour travailler dans des systèmes puis dans des prises de décision complexes. Pendant que nous, on est formatés au génie civil, je pense, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'eux autres sont juste formés à être capables d'opérer dans ces conditions-là. Puis il y a plusieurs niveaux dans la complexité de la médecine. Le premier niveau, c'est le niveau biologique. Le corps humain est un système complexe, OK, qui est composé de plein de sous-systèmes complexes. Puis vous souvenez-vous, quand on a défini c'est quoi un système complexe, on a dit qu'il y avait notamment une notion d'équilibre et de compromis. Je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué, j'ai une pompe à insuline, fait que je suis diabétique. Je peux vous jurer que le système adaptatif du taux de sucre chez vous, il marche vraiment bien. Puis c'est vachement compliqué. Malgré ça, c'est une nouvelle pompe à insuline, nouveau modèle, soit dit en passant. Ce nouveau modèle-là, il y a un mode automatique. Ce n'est pas comme votre mode automatique. Le corps humain, il maintient un équilibre. Puis remarquez comment ça fonctionne. C'est la même chose pour la pression sanguine, etc. C'est des systèmes qui s'adaptent. C'est pas « je planifie la pression pour la prochaine heure ». Non, non, ça ne marche pas de même. C'est « OK, j'ai une trousse à outils. » Tu sais, le corps a des hormones, des outils. Bon, dans le cas dans ce cas-ci, on aurait l'insuline, mettons, puis le glucagon, qui vont venir jouer pour réussir à réguler le taux de sucre. Puis là, c'est « pro, je mesure ». J'agis, je mesure, j'agis, je mesure, j'agis, je mesure, j'agis. Il maintient l'équilibre. En fait, il y a un mot en médecine qui s'appelle l'homéostasie. Donc, il tente de maintenir le système en équilibre permanent. C'est exactement ce qu'on peut faire dans une position ou en management d'un développement logiciel. C'est ça que les sprints en Scrum nous amènent. 2 semaines, check, pivote. C'est un système qui est adaptatif. Bon, mais les médecins ont d'autres choses de vraiment intéressantes aussi. Du côté des soins puis du diagnostic, tout le médical n'est pas dans le complexe. La chirurgie, notamment, on s'est plutôt défini dans le compliqué. Mais tout ce qui est diagnostic, soins, c'est complexe. Il y a des tonnes de variables. D'ailleurs, soit dit en passant, ils ont le même problème que nous. Hein? C'est réinjecté aussi. Hein? Parce qu'on ne passe pas un nouveau patient et on n'en crée pas un nouveau à chaque fois. Hein? Donc, clairement, le patient il est réinjecté dans le système décisionnel du médecin. Hein? Bon. Alors là, il y a quelque chose de similaire. En plus de ça, là, il y en a plein des gens qui étaient supposés mourir et qui ne sont pas morts. Puis, ce qui donne d'ailleurs beaucoup proie à la phrase « Ouais, moi, j'ai fumé toute ma vie et je n'ai pas attrapé le cancer. » Ben oui, c'est parce que c'est un système complexe. Puis, dans les systèmes complexes, ce n'est pas blanc ou noir, c'est un truc de probabilité, en fait. Bien, si tu fumes, tu as pas mal plus de chances de mourir du cancer du poumon. T'sais. Ça ne veut pas dire. Puis pourquoi ça ne veut pas dire? Bien, pourquoi le médecin ne peut pas le prédire? Pourquoi il ne peut pas? Non, ça ne se calcule pas. Trop de variables. Il y a trop de variables dans l'écosystème, l'environnement, la génétique, tes habitudes de vie, ton expérience de vie, ce que tu as rencontré dans ton parcours. C'est toutes des variables que tu ne peux pas prendre en compte. Mais on est capable d'avoir une probabilité. Ce n'est pas le chaos non plus, là. Mais ils vont te dire que tu as 75 % de chance de mourir dans 2 ans. Mais c'est juste une probabilité, hein? Fait qu'ils ont le même genre de choses avec lequel ils dealent.
Mais comment est-ce qu'ils répondent à ça? Bien, on les forme de manière à avoir un ensemble de principes, bon, qui commencent par ne pas nuire, là, jusqu'aux principes bien plus proches là, du concret. Donc, ils ont des principes. Ça, je vais l'écrire peut-être, là. Donc, on a un ensemble de principes auxquels on ajoute une trousse. Puis, qu'est-ce qu'ils ont dans leur trousse? Des pratiques médicales, des outils, puis des techniques. Quand on travaille dans le complexe et non pas le compliqué, il faut maîtriser le maximum de techniques parce qu'il faut être capable de sortir la bonne et de dire « j'essaye ça, il n'y a pas de bonne solution, fait que je pense, j'ai une intuition que ça va être bon. Check. Oh non. Oh, OK, on réajuste. » Mais là, pour ça, il faut qu'on ait la connaissance d'outils techniques pratiques. Puis ce n'est pas les bonnes pratiques comme dans le compliqué, c'est une trousse de pratiques que je dois obtenir. Puis je pense que les médecins, contrairement à nous, sont habitués à ça. Tu sais, traitement de la santé mentale, même chose. Les médicaments, bien, on ne sait pas trop pourquoi ça marche pour une personne, pas une autre. Fait que c'est quoi la réaction médicale dans ce temps-là? OK, plus haute probabilité, on essaye ça. Je te revois dans 3 semaines. Attendez, on va répéter ça. Je te donne ça, je te revois dans 3 semaines. Je ne sais pas si vous voyez le modèle mental, là, c'est typique du complexe. C'est je prends la plus haute probabilité, mais j'en suis pas sûr. Je doute de mon choix. Donc, je fixe un endroit de flexion où je vais pouvoir changer d'idée. En fait, quand vous designez une architecture, il faut faire exactement la même chose. Je pense que le fait de mettre un state pattern ici, c'est une bonne idée. Quand est-ce que tu checks si c'est une bonne idée? Bien, quand tu livres ou dans 4 ans, quand tu vas dire « oh, on n'aurait pas dû mettre les 23 design patterns. » Bon. Blague à part, ça prend des checkpoints, puis c'est là qu'on ramène tous les principes, en fait, d'agilité, boucles de rétroaction les plus courtes possibles. Il faut être tellement imaginatif pour se dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour réussir à avoir un feedback loop plus tôt. Puis c'est là qu'on est arrivé avec les pratiques comme continuous integration, continuous delivery, toutes ces affaires-là, parce que le but, c'est d'obtenir la boucle de rétroaction le plus courte possible pour l'utilisateur, pour nous, etc. Donc, en conclusion de ça, je pense qu'on est plus proche, en fait, de la médecine que du génie civil, mais que malheureusement, la manière dont on est formaté puis les outils qu'on utilise sont ceux plus proches du génie civil, alors qu'on devrait regarder ce qu'ils font en médecine, je pense. C'est mon hypothèse, en tout cas. OK. Alors, c'est le temps de conclure cette chose. Oups, ça n'a pas changé. Oh, une chance que ça achève, hein? Pourquoi les projets logiciels semblent aléatoires, hors de contrôle, puis ne réagissent pas comme prévu aux actions puis à nos méthodes de gestion? Parce qu'on met des lunettes de compliqué alors qu'on est dans un système complexe. Parce qu'on n'a pas changé notre cadre décisionnel. Fait que ça, c'est A. Donc, on n'a pas changé le cadre décisionnel. B, parce qu'on est dans un système qui est réinjecté. Puis C, parce qu'on n'a pas fait en sorte de préserver la capacité à modifier le code, qui est notre meilleur allié, puis le design dans ce cas-ci. Okay? Puis ça, le C vient impacter le A et le B. C'est notre meilleure chance. Au tout début de la présentation, quand je vous ai nommé qu'est-ce qu'il y a de spécial à propos du logiciel, la malléabilité est la seule chose qu'on a qui nous est enviée par les autres domaines. Si vous saviez comment les constructeurs de voitures aimeraient tellement pouvoir livrer une voiture en plasticine. Ils aimeraient tellement ça, là, qu'ils essayent de mettre le maximum de software parce qu'ils peuvent l'updater. Ils ne sont pas obligés de faire de la soudure. Puis des fois, j'ai l'impression que nous, dans notre domaine, on laisse le béton prendre puis on ne se rend pas compte de notre chance, en fait. Il faut juste garder le code malléable. Bon, OK, je sais que c'est plus dur que $100. Mais quand même, c'est ça l'idée. Puis, soit dit en passant, là, je pense qu'il me reste encore un peu de temps. La présentation que je devais faire hier, qui a été annulée à cause de mon collègue qui était malade, était exactement là-dessus. On était supposé passer 10 minutes de vidéo de comment Polestar design leur voiture en styromousse puis en plasticine, pour vrai. C'était ça le but. Puis en fait, le problème, c'est qu'on a eux autres, il faut qu'ils passent à la fabrication. Nous, on n'a pas vraiment besoin de ça. On ship en production la patente, puis on reprend notre plasticine, puis on continue à jouer avec. OK. Fait qu'en conclusion de tout ça, là,
Bon, je vais apporter quelques nuances. C'est pas vrai que tous les projets informatiques sont complexes. Il y en a dans le compliqué. Si vous faites un site web WordPress, vous pouvez devenir vraiment bon, un expert là-dedans, puis répliquer la méthode. Fait qu'il y a des projets compliqués en informatique. Mais je ne pense pas que c'est ceux qui répondaient à la question initiale qu'on avait. Je pense qu'à l'ère numérique, avec l'environnement économique changeant, puis avec tout qui va de plus en plus vite, l'incertitude dans laquelle on vit, les entreprises n'auront pas le choix de s'adapter leur cadre décisionnel. Puis là, c'est au-delà de l'informatique. On va tous devoir, comme organisation, changer nos yeux et nos lunettes pour travailler dans le complexe parce que les organisations sont de plus en plus là. Un groupe d'humains, c'est un système complexe, soit dit en passant. Les environnements changent plus vite qu'avant. Fait que je pense que c'est une bonne chose de changer nos lunettes, notre cadre décisionnel, autant pour les projets informatiques que pour n'importe quoi de nos jours, parce que ce que ça nous offre, c'est une adaptabilité. Puis c'est probablement la clé, en fait, de l'heure qui s'en vient. Merci. Il me reste 2-3 minutes. Juste vous dire, il y a un sondage qu'il y a là. Je vous inviterai à le remplir. Vous avez eu une primeur. C'est la première fois que je fais cette présentation-là. Fait que j'aimerais vraiment beaucoup avoir des commentaires. Bon, il y a des nananes. Là, je peux vous envoyer mes trucs, mes gribouillis au propre. Si vous me laissez votre courriel, OK? Puis une liste de références. Mais avant tout, ce que je voudrais, c'est des commentaires. OK, il y avait une question. Oui, dans le fond, avec les autres conférences et tout, on parlait justement que il faut, pour réussir à t'améliorer, il faut avoir une vision et des métriques pour pouvoir l'améliorer. OK. Je commence du début. OK, bref. Fait que dans le fond, ma question, c'est, à partir de ça, est-ce qu'il existe des métriques pour savoir à quel point tu es agile? Puis là, dans le fond, tu sais, comme tu as dit, clairement que dans le fond, tu as beau avoir des cérémonies, ça ne veut pas dire que tu les fais correctement. Tu as beau avoir des sprints, ça ne veut pas dire que tu les fais correctement. Fait que y a-t-il une façon de mesurer à quel point, mettons, tu es adaptatif pour te rendre compte à quel point tu l'es peut-être pas, mais tu pensais que tu l'étais. Puis, fait que c'est ça. Dans le fond, c'est un peu ça ma question. Bon, OK, là, on ne rentrera pas. OK, je vais essayer de répondre vraiment court à ça. La réponse est oui, il en existe, OK? Puis il y en a une panoplie. Là. Si tu cherches, il y a plein de gens, là, puis à chaque année, il en sort un là, modèle là, en toile d'araignée ou quoi que ce soit qui permet de mesurer ça. Je vais plus rester dans le philosophique en disant que mon bémol par rapport à ça, c'est que puis c'est un peu le message que j'essaie de passer, c'est si tu continues à avoir ton cadre décisionnel et tes lunettes de compliqué, tu vas interpréter aussi les résultats de ça à cette lumière-là. Fait que c'est un des problèmes, notamment, puis je le vois chez des clients, là, où on essaye de faire ça, puis qu'on essaye de dire non, mais le problème. Puis je pense que tu as une partie de la réponse. Foncièrement, la meilleure façon de savoir si tu appliques ça correctement, c'est suis-je constamment en train d'améliorer quelque chose? Puis moi, là, un truc, puis là, je ne sais pas, vous êtes où, mettons, mais une entreprise qui commence une transition, mettons, vers l'agilité, là, vraiment comme du début, pour moi, un facteur qui me permet de lire rapidement, c'est on est-tu en train d'installer, entre guillemets, l'agilité, donc c'est ça qui priorise, on essaye de tout mettre en même temps, ou on essaye à la place de dire c'est quoi le prochain problème? Parce qu'une chose qu'on n'a pas dit, là, parce que 45 minutes, c'est un peu court, là, mais je n'ai pas expliqué comment est-ce que tu fais, en fait, pour réussir à faire émerger les bonnes pratiques. Tu sais, je disais qu'on a une trousse à outils, puis la manière de faire émerger les pratiques, c'est de contraindre le système, en fait. Mais il faut le contraindre d'un point de vue systémique. Puis je vous ai donné un élément, c'est tu le contrains sur suis-je constamment capable de faire les changements au même rythme qu'avant? C'est une façon de contraindre l'outcome du système. Voici les facteurs que je veux obtenir. Est-ce que je suis capable de livrer sans problème à tant de temps? Tu peux trouver des mesures. Souvent, le problème, c'est qu'on prend des mesures trop bas niveau, en fait, alors qu'il faut les prendre d'un point de vue. C'est un système complexe. Les mesures doivent être systémiques, en fait. Tu peux vouloir lire le livre Accelerate, dans lequel il y a les 4 métriques de l'étude d'Aura, là, dans lequel ça va te permettre d'avoir aussi une mesure. Puis, tu sais, par exemple, là-dedans, on va voir mesurer le lead time, notamment, parce qu'on veut mesurer le système. Puis là, le truc, c'est, oui, faut-tu que j'installe tout pour réussir? Non, il faut juste que tu essayes de contraindre. Fait que là, tu livres aux 6 mois, livre aux 5 mois. Là, tu vas trouver ça dur. Puis le fait de contraindre le système va forcer à émerger de là quelle est la prochaine étape que je suis capable de rencontrer. C'est pas mal moins oxygène, soit dit en passant, et plus durable. Parce que tout le monde sait pourquoi on le fait. Ça n'a pas besoin que ce soit toutes les équipes au même rythme non plus. C'est juste de contraindre le système. Puis plus tu le contrains, plus tu vas être obligé, en mode résolution de problème, de trouver une pratique qui existe qui permet d'être meilleure. Fait que, ben, tu sais, tu ne livreras pas. Tu sais, j'ai vu des organisations qui disent, là, il faut passer, on livre aux 6 mois avec une grosse phase de certification d'1 mois, puis là, dorénavant, on veut livrer chaque semaine. Hein?
Ça n'arrivera pas, là, c'est pas possible, tu sais. Fait qu'il faut juste contraindre le système de plus en plus. Fait que, ouais, il y en existe plein, si tu veux, des checks, mais moi, j'aime mieux... Ouais, c'est ça, je pense que j'ai répondu. Oui, t'avais-tu... Permettre, j'aurais une autre question. Oui. Tu sais, Y a-tu tantôt- quelqu'un d'autre qui en avait une? Je veux juste faire une alternance. Non, personne ose. J'ai fait peur à tout le monde, sauf toi. Vas-y. Dans le fond, aussi, l'autre question que j'avais, tantôt, tu avais comme la boîte à outils, puis là, tu nommais les 3 points que je me rappelle plus déjà c'est quoi, parce que la mémoire oublie rapidement. Est-ce que, dans le Technique, fond... outil, pratique. Merci. Puis, dans le fond, est-ce que l'éthique rentre là-dedans? Parce que, dans le fond, tu sais, tu disais justement à quel point c'est important de mettre des checks, dans le fond. Puis, ma réflexion à ça, c'est qu'en théorie, je veux dire... En tout cas, je veux dire, ma mentalité n'est pas encore finie de développer. Là. C'est, en théorie, chaque personne serait capable de faire ça. C'est juste que dans les faits, au final, on met genre des check-ups parce que on manque de rigueur, dans le fond. C'est un peu ça comme ma question parce que, mettons, justement, je suis un développeur. Fait en théorie, à chaque fois que je m'en vais dans le code puis je vois quoi de dégueu que j'ai fait, un de mes collègues, je me dis, justement, tu sais, ça fait mal, mais encore là, à quel point, oui, j'aurais pu prendre une bonne décision, mais qu'est-ce que je peux faire là pour le rendre meilleur, pour m'adapter? Mais tu sais, à quel point on manque de rigueur ou, encore là, tu sais, on met des sprints avec juste l'idée de comme ça nous aide, mais dans le fond, on pourrait juste tout le monde être meilleur sans cette. OK, je ne suis pas sûr que c'est une question de manque de rigueur, personnellement. Tu sais, ben, non. Moi, en tout cas, moi, je ne veux pas voir ça comme ça. Je vais dire ça de même. Je préfère voir ça comme... Ça se peut qu'on ait un manque de connaissances et de skills qui fait en sorte que la trousse à outils n'est pas très complète. Il faudrait la développer. Puis quand tu as moins d'outils, ben, tu utilises tout le temps le tournevis. Tu sais, c'est comme une réaction humaine normale. J'aime mieux le tourner comme ça parce que, si vous voyez, j'essaie d'en faire une interprétation généreuse. Ce n'est pas les gens qui font exprès puis qui sont pas bons puis qui sont... C'est OK, on le sait pas. Puis dans un système complexe, on ne peut pas tout connaître là, non plus. Fait que c'est une augmentation. C'est sûr, par contre, que l'augmentation des capacités puis des compétences des gens. Puis, tu sais, on n'a pas beaucoup parlé, là, mais qui dit complexe dit multidisciplinaire au bout, là. Donc, ça prend beaucoup de compétences dans une équipe pour résoudre le problème. Fait que moi, je le vois plus comme de ce côté-là. Ensuite, il y a des principes, c'est certain, là, qu'il y a des principes, tu sais, comme en médecine, ne pas nuire. Là, c'est comme un cadre dans lequel ils réfléchissent. Tu sais, en médecine, ils ont ça aussi peut-être plus clair. Il y a des niveaux de soins en médecine aussi. Puis donner une antibiotique à quelqu'un ou pas, ça dépend de son niveau de soin, mais c'est pas coulé dans le béton non plus. C'est un cas par cas. Puis pour réfléchir au cas par cas, tu sais, peut-être aussi que dans notre façon dont on est formé, tu sais, en médecine, là, tu étudies, puis après ça, tu fais ta résidence, tu checkes, tu apprends, tu fais des erreurs, il y a quelqu'un qui te montre. Tu sais, il y a une forme de mentorat au travers de ça. Je pense que ça vient aussi. Fait que je ne suis pas sûr que c'est un manque de rigueur. Puis pour ce qui est de ton dernier point que tu avais sur les checks, en fait, c'est correct. Le problème, c'est qu'il faut changer nos lunettes, encore une fois. Le check, dans le compliqué, c'est une assertion, c'est pour valider. C'est vraiment une... Alors que quand on est dans le complexe, c'est une prise de données, comme ma pompe à insuline. Je collecte des données, je réfléchis, j'interprète, je prends une action, en fait. Fait que ça se peut aussi que dans cette itération-là, tu te dises, OK, le problème, c'est qu'on n'a pas ce skill-là, il faudrait aller le développer. Ça fait partie du mécanisme adaptatif. Donc, c'est ça. Oui, puis la dernière chose que je vais dire par rapport au check, c'est que le plus gros problème des lunettes de compliqué, là, c'est que souvent, quand on met une police, là, quelqu'un pour valider, tu sais, genre, il y a quelqu'un qui va valider les code reviews puis décider si c'est correct. Le problème, c'est que ce que ça fait, là, c'est que humainement, ça déresponsabilise tout ce qui est à gauche du process, en fait. Puis ça, c'est nonobstant la qualité de la personne elle-même, OK? Il y a des études qui ont démontré ça. Tu peux prendre des gens hyper rigoureux. C'est pour ça que j'aime moins, parce que tu peux prendre quelqu'un qui est full rigoureux, full éthique, full professionnel. Si tu lui mets 3 polices à la fin, puis qui est sous stress, la réaction naturelle, c'est pas « je suis quelqu'un qui, je m'en fous, puis je vais botcher ». Non, c'est « je suis sous stress et inconsciemment, je sais que quelqu'un va repasser après moi, donc je vais... » On fait tous ça. OK? C'est juste une réaction humaine normale. Fait que c'est pas tellement... C'est ça, il faut se rendre compte que quand on check, bien, à gauche, il y a une déresponsabilisation. Puis, tu sais, on n'a pas le temps de cette présentation-ci rentrer là-dedans, mais c'est de tout ça que découle le shift left on quality, shift left sur la sécurité, parce que si je tasse vers la gauche, en fait, je fais en sorte que la qualité puis mes critères soient built-in dans le process. Donc, au lieu de faire du contrôle de la qualité, j'assure la qualité. Je diminue mes chances que le check que je peux garder à la fin va échouer, parce que je me suis donné les conditions gagnantes. Multidisciplinaire, all team, shift left, les moyens, c'est déjà prévu dans le plan. Dans la conception, je sais déjà comment je vais aller le livrer. C'est built-in à l'intérieur. J'ai un client chez qui on l'a mesuré. On passait environ 15 à 20 du temps dans une phase d'acceptation. À la fin, certification,
On a juste pris les gens d'affaires, les développeurs, les analystes, tout le monde, mis ensemble, puis on est passé de 15 à 20 à 1 en fait. Mais le check, il peut rester, mais quand tu commences à bâtir de la qualité built-in, tu as plus de chances de passer le check. Merci. De rien. Je pense que j'ai répondu longtemps. Oui. Alors, merci tout le monde. Je pense que là, il faut que je check mon camp parce que